retour sur le plateau de la Tranche Info sur Canal 10. Place maintenant au Focus, un débrief de l'actualité locale. Et en tout début de semaine, effectivement, la population a été très touchée par une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux et qui mettait en exergue une agression entre petits garçons. Ils doivent être au primaire, tout au plus, voire une dizaine d'années. Et effectivement, cette vidéo a suscité beaucoup d'émoi et a soulevé encore une fois la polémique autour du harcèlement scolaire. Une polémique qui avait déjà été soulevée par le SPEG et nous avons sur ce plateau le secrétaire général du SPEG, Marie-Émile Mirval. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais demander justement à la régie qu'on puisse visualiser, pour que les téléspectateurs se fassent une idée, cette séquence qui a commencé à tourner sur les réseaux mardi. Beaucoup de colère, ça a suscité beaucoup de colère, beaucoup d'émoi. Vous concernant, monsieur Mirval? Je n'aime pas voir cette vidéo. C'est un fait. Je me mets à la place des parents, de la famille de cet enfant victime, de ce harcèlement, forcément, de cette violence. Et c'est une souffrance. Je crois que c'est une souffrance que beaucoup d'enfants vivent dans nos écoles. Beaucoup de parents vivent de manière isolée. Et pour l'instant, l'institution n'apporte pas tellement de réponses puisqu'ils sont souvent dans le règlement de problèmes individuels, ponctuels. Alors qu'en réalité, nous avons un véritable problème au niveau de l'éducation et un problème sociétal. Donc, c'est une souffrance. On n'aime pas voir ça. On n'aime pas savoir que ça se fait. On n'aime pas quand ça arrive non plus. Et encore moins, on ne supporte pas ces vidéos. Et je crois que toutes les familles qui nous écoutent, là ce soir, doivent avoir aussi raisonnablement ce même discours que nous au SPEG nous tenons. C'est inacceptable que ça se fasse. Avant même que ça se montre, c'est inacceptable que ça se fasse. Et la société guadeloupéenne doit réagir. Nous disons souvent que les problématiques de l'école, sont reléguées au second rang, voire même un peu plus loin parfois dans les préoccupations. Et je peux vous garantir que j'invite et je mets au défi la population guadeloupéenne d'aller compter le nombre de candidats aux élections à venir qui parleront de l'école, qui parleront de l'éducation d'une manière générale. Personne, aucun politique n'ose. Rares sont ceux qui osent, mais quand ils en parlent, ils restent à la périphérie, à la superficie des véritables problèmes de l'éducation en Guadeloupe. Et c'est ce que nous dénonçons. Donc effectivement, là, tout ce qu'on a, c'est la partie émergée de l'iceberg. On a très peu de vidéos qui arrivent effectivement sur les réseaux. La bêtise effectivement de filmer. Sinon, cet enfant serait peut-être encore victime de coups à l'heure qu'il est. Mais comment on en arrive là? Est-ce qu'on sait au moins comment on chemine vers ce type de harcèlement? Sachant que cet enfant, en fait, il est blâmé par ses camarades d'avoir de bonnes notes. Il est juste coupables d'avoir de bons résultats scolaires? Oui, il y a ceux qui sont harcelés, blâmés parce qu'ils ont de bonnes notes, d'autres parce que ils ont de mauvaises notes et ils ne correspondent pas forcément au profil type de leur groupe classe ou de leur établissement. On a toutes sortes de motifs. J'ai envie de dire que le motif en lui-même n'a que peu d'importance. L'acte violent, l'acte de harcèlement est l'élément le plus important pour nous. On peut toujours trouver une raison d'en vouloir à quelqu'un. C'est une évidence. On réfléchit, on trouve. Après, on passe à l'acte. Là, c'est autre chose. Donc, nous, ce qui nous inquiète, c'est comment les enfants peuvent passer à l'acte. Quel espace qu'on leur laisse de liberté dans les établissements scolaires ou aux abords des établissements scolaires pour qu'ils puissent le faire, qu'ils aient envie de le faire. On peut dire que ce n'est pas normal, mais pourquoi pas? Mais qu'ils passent à l'acte? Non. Dans nos établissements, aux abords de nos établissements scolaires, là où nous, en tant que parents, on envoie nos enfants en étant sûrs qu'ils sont protégés et de constater qu'en réalité, il n'y a aucune protection, aucun suivi, aucun cadre. C'est ça qu'on peut se dire et on peut s'interroger. Donc, quand des parents... il y a un défaut de surveillance. Mais pas que de surveillance, je dis un défaut d'encadrement au niveau de l'éducation des enfants. Parce qu'on est sur le superficiel, mais même dans l'éducation, on est parfois dans le superficiel, mais les fondamentaux, c'est quoi? Il faut que l'enfant arrive à l'école et reparte de l'école, j'ai envie de dire,
en bonne santé, mentale et physique. On est d'accord. Si on ne peut pas avoir cette certitude en tant que parent, oui, je comprends que les parents s'inquiètent de ce qui va se passer. Parce que nous-mêmes, professionnels de l'éducation, on ne veut pas avoir en face de nous des enfants brimés, des enfants harcelés, des enfants incapables, peut-être parfois aussi, de suivre correctement les cours. C'est aussi une souffrance pour le personnel enseignant, c'est une souffrance pour les autres personnels aussi de l'éducation, de savoir que ça se fait, de savoir que les enfants arrivent à l'école, eh bien, pas bien. Parce que voilà, ça s'est passé dehors peut-être, mais ça continue encore à l'école. Il n'y a pas de discontinuité. Il ne faut pas croire ça. C'est l'exemple, il est partout. Donc d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, qui ne fait pas. J'ai envie de dire que chacun prenne leurs responsabilités. Tout le monde a une part de responsabilité là-dedans. L'état des bâtis scolaires, l'état, comment on accueille les élèves, où on les accueille, comment ils sont encadrés, par qui, est-ce qu'il y a suffisamment de personnel pour encadrer les élèves, est-ce qu'il y a suffisamment de temps d'enseignement accordé aux élèves pour effectivement, pas seulement les instruire, mais aussi les éduquer. Parce que, j'ai envie de dire, il y a plusieurs familles. Quand vous montrez cette vidéo, moi je dis qu'il y a une souffrance, mais j'espère qu'il y a aussi une souffrance, parce que ce serait salutaire, qu'il y a une souffrance aussi de la part des parents des élèves qui agressent. Ça voudrait dire qu'ils sont conscients qu'il y a quelque chose aussi à faire de leur côté. Lorsqu'il n'y a pas de conscience, de prise de conscience de la part des agresseurs, eh bien on peut dire qu'on est en grand danger dans notre société. Donc il y a un travail à faire. L'éducation a l'obligation de jouer ce rôle-là, de s'assurer que les parents connaissent les missions de l'école, que les parents respectent les règles de l'école, que tous les élèves aussi ont ce respect-là. Mais parfois, ce n'est pas ce qui préoccupe le plus, j'ai envie de dire, l'administration. Parce qu'il y a des budgets. Interpellés sur ces questions-là, qu'est-ce qu'on vous répond? Mais ils sont, entre guillemets, aussi effondrés que nous. À chaque fois, ils répondront la même chose. Ils sont atterrés, que c'est pas normal, qu'ils sont aussi blessés, qu'eux aussi parfois peuvent être des parents, qu'ils aimeraient bien que cela ne se fasse pas. Mais tout cela, c'est le discours. Vous interpellerez aussi les élus, parce que ça se passe quand même sur un territoire où il y a des élus. On ne les entend pas, le plus souvent quand il y a ce genre de phénomène. Mais vous les interrogez, s'ils vous répondent, eux aussi, mais ils sont atterrés, tout le monde est atterré. Mais en finalité, qui protège les victimes et qui anticipe? Parce que l'objectif n'est pas simplement de faire en sorte que, bon, bien qu'il y ait un bon suivi, parce qu'il faut un suivi psychologique, mais de tout le monde, que des agresseurs, que des élèves aussi qui sont victimes. Eh bien, il n'y a pas simplement ça à prendre en compte, le suivi. Il y a aussi en amont, que faisons-nous? Comment mettons-nous en place une politique éducative pour permettre qu'il y ait une sérénité et une sécurité dans les établissements? On nous fait faire des exercices, toutes sortes d'exercices, maintenant, attentats, intrusions, etc., etc. C'est bien, la sécurité, c'est bien. C'est bien quand ça rentre dans un cadre dicté par le ministère, il faut faire des exercices, etc., tout à fait. Mais, et la prise en compte de la sécurité par les autres éléments qui mettent en danger nos enfants? La violence scolaire, le harcèlement, etc. Le ministère a effectivement sorti, très récemment, son plan contre le harcèlement, où on nous donne un tas de directives, nous personnels, des conseils aux parents, etc., à tous les échelons. Encore des documents, encore de la paperasserie, avec quels moyens d'intervention? Lorsque nous disons qu'il n'est pas normal que dans les établissements scolaires, même au second degré, lorsque vous avez des personnels de vie scolaire qui sont utilisés pour assurer le secrétariat de direction dans des établissements, on dit que ce n'est pas normal. Parce que logiquement, s'ils sont personnels de vie scolaire, ils doivent être là aux côtés des élèves pour assurer et garantir aussi leur suivi scolaire. Mais on manque tellement de moyens dans cette académie qu'on est obligé d'utiliser des personnels dans des missions qui ne sont pas les leurs. Voilà, ça c'est une réalité. On est obligé d'accepter de plafonner à plus de 26, voire 28 élèves dans des classes de 6e. Nous étions en grève et nous avons demandé à redescendre ce plafond. Il faut que les enfants aussi puissent, quand ils vont à l'école, eh bien qu'ils se sentent bien. J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Cette violence est révélatrice d'un malaise.
cette violence est révélatrice de malaise qui peut être sociétal, parce que nous avons aussi des élèves qui, parfois, issus de milieux défavorisés, nous savons quel est l'effet. On parle du taux de chômage, on parle du chômage en Guadeloupe, mais on ne réalise pas l'impact de ce nombre de jeunes dans les rues, mais qui sont souvent des pères et des mères. On n'imagine pas l'impact de ces parents obligés d'avoir 2 ou 3 métiers, parfois qui ne passent pas la journée à la maison, qui partent tôt, qui rentrent tard. Qui assure le suivi pour eux? On ne se pose pas la question. Ensuite, est-ce que l'école répond aussi à ces problématiques? On voit des enfants dans les écoles, dans les établissements, on sent bien que les parents n'ont pas les moyens d'acheter le nécessaire vital pour eux au niveau scolaire. Mais souvent, ces enfants passent dans les mailles du filet parce que les parents ne veulent pas s'identifier en tant que personne ayant un véritable besoin, ayant des difficultés. Donc, vous avez tout cela mis bout à bout, et à côté de cela, des politiques incapables d'assumer leur rôle, des collectivités incapables d'assumer leur rôle, qui sont prêts à accepter tout et n'importe quoi en termes de conditions de travail pour ces enfants. Donc, comment voulez-vous que ça fonctionne? Comment voulez-vous que ça aille mieux si tout le monde ne réalise pas que l'éducation est une priorité? On ne construit pas demain, on ne peut pas construire la Guadeloupe, on peut mettre en place n'importe quelle politique qu'on voudra, on ne fera aucune politique salvatrice pour la Guadeloupe si on ne prend pas en compte les difficultés de l'éducation et le besoin de l'éducation. Comment vous voulez que les enfants et les parents se sentent respectés dans cette école lorsque leur langue maternelle elle-même n'est pas prise en compte? On me dira que je reviens tout le temps à cela, mais c'est évident. C'est une forme de violence. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que ce qui se passe souvent, c'est l'estime de soi qui disparaît. L'estime de soi commence par s'aimer soi-même. Mais lorsqu'on vous apprend que ce que vous êtes, ce que vous connaissez, n'est pas bon, ce n'est pas ce qu'il faut, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie, c'est pas de parler le créole, de maîtriser le créole, de connaître sa culture, de connaître son histoire. Lorsqu'on vous inculque ça, comment pouvez-vous avoir un minimum de respect pour vous-même? Donc, vous ne pouvez pas vous intégrer dans votre propre société parce que vous êtes de votre société, vous êtes de votre pays et de nulle part autre. Donc, on ne sera jamais à Odéchois en Guadeloupe. C'est clair. On sera Guadeloupéen, on ne le sera pas. Donc, il faudra faire un choix à un moment donné de savoir qui nous sommes, ce que nous voulons pour la Guadeloupe. Mais ça commence par l'éducation. Aucune politique en Guadeloupe ne fonctionnera tant qu'on ne saura pas protéger, éduquer correctement nos jeunes en Guadeloupe. Tant qu'on ne réussira pas cela, ce n'est pas la peine. On va faire de grands débats, on fera des assises, on fera des projets d'académie aussi. Mais ça se fait déjà depuis des années, monsieur. Mais bien sûr, mais ça ne marche pas. La preuve, c'est la preuve que tout cela n'a pas d'effet finalement sur le terrain. Parce que, après, s'il faut revenir dans le fonctionnement même du système éducatif, ce système éducatif, eh bien, il se complaît à se créer des normes, à mettre en place des normes, à mettre en place des directives qui répondent à quoi? Par des besoins du terrain, qui répondent à des moyens donnés ou qui ne sont pas donnés à l'éducation. Donc on en revient toujours aux moyens, comme ils sont limités. Ils sont limités, pas seulement limités, ils ne répondent pas aux besoins parce que les véritables besoins de la Guadeloupe ne sont pas identifiés correctement. On veut faire croire que l'on mène des investigations. Lorsque vous mettez en place, et je l'ai encore dit très récemment au recteur, lorsque vous mettez en place un projet d'académie, vous faites quoi? Un diagnostic. Déjà, vous faites un bilan. Bon, ils ne sont pas capables de nous présenter un véritable bilan. Admettons. Mais vous faites un diagnostic. De quoi a-t-on besoin pour l'éducation en Guadeloupe? Mais pour savoir si votre projet va répondre aux besoins, il faut aussi qu'il y ait des moyens qui aillent avec. Et il faut aussi que vous soyez en capacité régulièrement d'évaluer l'effet de votre politique académique. Il ne faut pas attendre 3 ans pour savoir est-ce que finalement on a pu mettre en place les différents projets. Donc il y a tout un enchaînement comme ça de responsabilités et de responsables qu'il faut interpeller. Mais il faudrait qu'ils se sentent vraiment concernés. On a l'impression que lorsqu'une famille pleure, eh bien, les autorités pleurent en même temps. Ils ne sont pas là pour pleurer, ils sont là pour apporter des réponses.
Ils sont là pour dire, voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous allons faire. Peut-être que ce que nous avons fait jusqu'ici, ce n'était pas suffisant. Eh bien, on va mettre l'accent davantage sur d'autres choses. Mais comme vous le dites, c'est l'omerta. Au niveau de l'éducation, il n'y a pas grand monde qui en parle, et encore moins quand des situations effectivement de violence se produisent. Je vais vous dire, très sincèrement, et ça ne me gêne pas de le dire, beaucoup de choses se passent dans les établissements scolaires et nous n'en parlons pas. Certaines choses sortent. Quand ça sort, c'est le scandale. C'est les mois. Sauf que les vrais responsables savent ce qui se passe. Ils n'ont pas besoin de voir une vidéo sur les réseaux sociaux pour savoir qu'ils ont une responsabilité et qu'ils ont l'obligation d'agir et de réagir en amont pour éviter ce genre de situation. Pourquoi? C'est que lorsqu'il y a des vidéos qui sortent ou des photos ou tout ce qu'on pourrait imaginer, pourquoi c'est à ce moment-là qu'on les entend? Et encore, ceux qu'on entend. Parce qu'il faut répondre. Parce qu'il y a ceux qu'on n'entend pas du tout. Parce on les qu'il faut voit pas. répondre à l'opinion publique, puisque ça suscite effectivement beaucoup d'émoi. C'est de la communication. Donc vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit plus de communication qu'une véritable prise en compte des réels besoins de l'école en Guadeloupe et de l'exigence d'une réponse adaptée. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. On est incapable d'expliquer au ministère que l'Académie de la Guadeloupe est un archipel, que ce sont des territoires éclatés. Le ministère, jusqu'à encore récemment, considère que la Guadeloupe, c'est une vaste zone urbaine, parce que nous ne répondons pas au canon des autres territoires en France. Lorsque vous dites cela, beaucoup vous disent « Oh oui, bon, on se plaint. » Mais beaucoup de personnes ne réalisent pas ce que cela implique finalement comme mode de répartition des moyens et comme par rapport à ce qu'ils vont finalement nous donner pour pouvoir éduquer nos enfants. Parce qu'il n'y aura pas d'ajustement pour nos spécificités. Non, mais il n'y en a pas. Au ministère, ils considèrent qu'il n'y a pas de spécificité. C'est les ratios, nombre d'élèves, nombre d'enseignants, point. À peu de choses près, ils regardent comme ça. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'il y a des territoires isolés, qu'il y a des écoles isolées, il y a des communes isolées. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'il y a des écoles où on est obligé de fermer régulièrement parce qu'il n'y a pas d'eau. Ça aussi, c'est un problème aussi qu'il faut creuser davantage. Et c'est là où on revient forcément à ce besoin d'identifier les véritables problèmes. Lorsque systématiquement on est obligé de fermer les écoles régulièrement, au moins 5 établissements ferment par jour en Guadeloupe. C'est incroyable. On nous pointe du doigt, nous par exemple les enseignants, en disant oui, on va regarder le taux d'absentéisme des enseignants. Je peux vous dire que ce n'est pas les absences des enseignants qui coûtent le plus aux enfants. Ce sont toutes ces fermetures intempestives pour les raisons de présence de rats, de présence de chauves-souris, de manque d'eau, donc d'absence d'hygiène et de sécurité dans les établissements. C'est ça le mal qui gangrène l'éducation en Guadeloupe. Parce qu'il y en a encore d'autres. Donc, vous constatez tout cela, mais vous, quand vous êtes responsable, vous dites quoi? J'attends qu'on me dise quoi faire ou je suis responsable et je réagis? Est-ce que c'est à chaque fois qu'un événement comme celui-ci va se produire que nous allons devoir élever la voix pour que certains responsables, entre guillemets, puissent dire « bon, on va faire quelque chose ». Mais en finalité, ils ne font rien, puisqu'on a pléthore de situations comme celle-là. Alors si on ne peut pas vraiment compter sur nos élus, qui sont défaillants depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, ça c'est un constat de toute façon, allons mettre un peu en lumière les parents, le rôle des parents, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est à eux justement de s'organiser, de soutenir les professeurs, d'être plus actifs dans la vie scolaire de leurs enfants. Comment on fait en fait? Comment on s'en sort? On s'en sort difficilement, parce que les parents eux-mêmes, parfois, sont en difficulté face à une société qui accélère, qui va vite, et des parents parfois dépassés par les événements, qui n'arrivent pas non plus à assurer le suivi correctement de leurs enfants. Après, on les pointera du doigt en disant « bon ben, vous n'avez pas su éduquer votre enfant correctement ». Mais moi, je dis qu'il faut toujours prendre un peu plus de recul et regarder l'état de la société avant d'identifier un parent coupable ou pas. Ce n'est pas que cela. Oui, nous savons qu'il y a des endroits, il y a des zones, oui, où les parents sont plus en difficulté que d'autres parce que nous connaissons les réalités socio-économiques de la Guadeloupe, donc on ne peut pas l'ignorer. Donc on sait que certains parents ne peuvent pas non plus assurer le suivi ou l'encadrement régulier et correct de leurs enfants.
Donc oui, il faut pouvoir les aider. Oui, il faut pouvoir aller vers eux parce que ce n'est pas eux forcément les premiers qui viendront vers les autorités académiques, vers les personnels de l'éducation pour dire voilà, je n'y arrive pas ou j'ai des difficultés. Donc oui, les parents doivent être conscients de leur rôle au niveau de l'éducation de leurs enfants. Et c'est une évidence. C'est d'abord leurs enfants avant d'être nos élèves. Ben oui. Donc, c'est d'abord eux les responsables et ensuite nous dans ce que nous avons à leur proposer. Mais il se trouve que quand ils sont en difficulté, eh bien l'école ne propose pas grand-chose pour les aider non plus. Parce que nous arrivons dans un système où finalement les réformes aidant, il n'y a plus véritablement de confiance dans ce système éducatif. C'est vrai. Qui ne répond pas aux véritables besoins. Lorsque nous formons dans des filières professionnelles des jeunes sur du matériel obsolète, vous allez faire quoi d'eux? Des travailleurs assidus, acharnés, maîtrisant leur domaine? Non. C'est vrai que dès qu'on arrive à l'école et qu'on voit qu'il n'y a même pas de moyens pour apprendre correctement, c'est pas forcément motivant pour la suite. Ce n'est pas motivant. La population, les temps ont changé. Les enfants ont besoin d'une éducation qui soit adaptée aussi à leur temps. Mais ce n'est pas partout le cas. Je ne dis pas que c'est noir partout, la situation. Je dis qu'il y a une difficulté en Guadeloupe qui est négligée. Et c'est parce que nous négligeons ces difficultés que nous rencontrons que finalement nous n'avons pas de solution pour ces difficultés. Si on reconnaissait que oui, il y a un véritable problème, oui, il faut trouver des vraies solutions, eh bien peut-être qu'on y arriverait. Mais j'ai envie de dire que beaucoup se cachent derrière eh bien, l'autre. Non, c'est pas moi, c'est celui-là. Non, c'est pas la mairie, c'est le conseil départemental. Ah non, c'est pas le conseil départemental, vous savez, c'est la communauté d'agglo. Eh bien oui, puisqu'on a éparpillé un peu les responsabilités un peu partout. Lorsque nous voyons des poubelles devant les établissements scolaires déchirés, où évidemment viennent des rats, qui est responsable? Après, quand on fait de la dératisation dans l'établissement scolaire, alors que toute la zone est infectée, vous avez fait quoi exactement? Et vous êtes fiers de vous en disant « j'ai désinfecté l'école ». Oui, d'accord. Mais les rats... Comme si les rats restaient statiques dans l'école. D'accord. Donc les rats, ils ont vu un panneau « interdiction d'entrée » et ils ont dit « bon, ok, messieurs, habitant anti-Jean là, nous pas qu'à l'école là, ça, on a un cas voisin là ». Non, ce n'est pas vrai. Donc il y a un problème d'hygiène et de santé aussi à prendre en compte. Que fait effectivement les organismes tels que l'ARS? Ils ne répondront jamais. Ah non, on ne touche pas à l'école. On laisse, entre guillemets, certains se débrouiller tout seuls. Après, qui a autorité, qui n'a pas autorité sur quoi? J'ai envie de dire, mais nous, professionnels de l'éducation, autant que les parents, on a envie de leur dire, mais ce n'est pas notre problème. Il faut résoudre les problèmes, trouver qui est responsable entre vous et faites le nécessaire. Porter des solutions. Nous avons des propositions dans certains cas à faire, mais j'ai envie de dire, nous ne sommes pas recteurs. Le SPEC n'est pas recteur. Je suis secrétaire général du SPEC, je ne suis pas recteur de l'Académie de Guadeloupe, je ne suis pas ministre de l'Éducation non plus. Donc, il y a des réponses que nous n'avons pas, parce qu'il y a des moyens dont nous ne disposons pas. Mais ces personnes qui ont les moyens, qui ont l'autorité nécessaire, eh bien, voilà, tout le monde est là à répondre aux objectifs uniquement pécuniaires et financiers, budgétaires d'un État en déroute, qui ne s'intéresse pas à l'éducation de peuple, mais qui s'intéresse à transformer un peuple en simple consommateur. Voilà, consommateur de tout et de rien en même temps finalement. Donc oui, il y a des difficultés. Oui, nous allons toujours dénoncer ces difficultés au niveau du SPEG parce que nous estimons qu'on ne peut pas rester là et ne rien dire. Mais on estime qu'on ne peut pas non plus rester là et ne rien faire. Parce que vous imaginez bien que les combats à venir vont être rudes encore cette année. Parce qu'encore cette année, on va nous annoncer, alors que sûrement ils ne supprimeront de postes nulle part, mais évidemment la Guadeloupe, qui semble si bien fonctionner, aura des postes en moins, comme toujours. Quand on va dire c'est inacceptable, on nous dira mais qu'est-ce que vous racontez? Vous avez moins d'élèves. Moins d'élèves, mais plus de problèmes? Expliquez-moi. Ça veut dire que ceux qui dirigent, ceux qui répartissent les moyens et qui les utilisent, sont des incompétents. Parce qu'ils ne peuvent pas, le ministère ne peut pas dire vous avez ce qu'il faut et en plus vous échouez. Ah non, c'est qu'il y a un problème. C'est soit nous n'avons pas ce qu'il nous faut pour fonctionner, et à ce moment, nous devons l'obtenir, et la population doit se mobiliser, l'ensemble des personnels de l'éducation doivent se mobiliser pour obtenir ces moyens, ou alors nous avons ce qu'il faut, et il faut nous débarrasser de tous ces incompétents qui nous dirigent.
Merci beaucoup, Monsieur Milval. Une dernière petite question, juste avant de se quitter. Est-ce que le SPEC participera à un mouvement le 5 décembre, puisque la grogne, elle est bien réelle en France en ce moment? Je crois que comme tout le monde le sait, le SPEC est un syndicat guadeloupéen, l'ombrica est en Guadeloupe. Nous n'avons pas pour habitude de suivre les mouvements de grève. Une problématique sur la retraite s'est posée. Le ministère fait une proposition qui pour nous va déstructurer complètement le système de répartition pour la retraite, le système même d'entraide comme il existe actuellement. Nous avons analysé, nous avons estimé que c'était inacceptable. Donc nous sommes totalement partants et nous avons aussi lancé un appel à la grève le 5 décembre et nous appelons tous les travailleurs, aussi travailleurs, chômeurs, peu importe, et retraités, qui sait, à venir nous rejoindre et à se mobiliser massivement le 5 décembre. Il faut frapper un grand coup. Il faut frapper un grand coup pour arrêter ce massacre. Et je crois que Macron est en train légèrement de reculer, mais quand il verra la masse qui lui dira non, ça suffit, je suis convaincu qu'il ne va pas seulement reculer. Je crois qu'il va aussi penser à sortir de cette route où il se trouve déjà et à passer ailleurs pour faire autre chose. Je pense que vous êtes un peu optimiste sur ce coup-là. Je suis optimiste parce que je crois en l'engagement et en la combativité des Guadeloupéens qui voudront aussi se faire entendre et faire savoir qu'ils sont contre cette réforme. Et ils doivent être contre. Je crois que nous avons aussi à préparer notre retraite, nous, mais aussi celle de nos enfants. Donc si nous ne nous battons pas maintenant, qui va se battre pour nous encore une fois? Si tant est qu'il reste une retraite pour nos enfants. Il y aurait une retraite pour nos enfants. En tout cas, en Guadeloupe, oui. Merci beaucoup Marie-Émile Mirval, je le rappelle, secrétaire générale du SPEC, d'être venue sur ce plateau ce soir. On se quitte pour une page de pub et on revient tout de suite après.